It was the year before the Black Monday crash. Wall Street darling Larry Fink suffered a $100 million trading loss. I was so angry at myself. I was just mortified at myself. Humiliated, Fink now is forced to leave the company. But upon his failure, he will build the mightiest company in the world, BlackRock. Il n'a jamais été élu, n'a jamais fait de campagne, et pourtant, beaucoup disent qu'il dirige secrètement le monde. Avec près de 10 000 milliards de dollars sous son contrôle, voici l'homme le plus puissant de la planète, plus influent que n'importe quel président, Larry Fink, le roi de la finance mondiale. Imaginez un homme capable de faire vaciller les marchés financiers d'un simple clic, un homme que les présidents appellent en urgence quand l'économie mondiale s'effondre, un homme qu'on surnomme le président de l'ombre, le banquier des États, et même le PDG du monde. Cet homme, c'est Larry Fink, le fondateur de BlackRock, une entreprise que tu ne connais sûrement pas, mais qui est l'une des plus puissantes du monde. Aujourd'hui, on va se plonger dans son parcours, comprendre comment il est devenu le stratège invisible derrière les plus grandes décisions économiques et politiques de la planète, et surtout, qu'est-ce qui lui vaut le surnom de l'homme le plus puissant de la planète. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit truc à grignoter, etc. Et accrochez-vous bien car vous serez surpris de savoir comment les décisions d'une poignée de personnes modifient le mode de vie et de consommation de toute la planète. Avant de continuer, les gars comme Larry Fink, ils investissent clairement pas au hasard. Ils s'appuient sur des données, des tendances et du concret. Et nous, on n'a clairement pas un fonds de 10 000 milliards à gérer, mais on peut quand même être malin, surtout si comme moi vous êtes dans le e-commerce ou que vous vous lancez sur TikTok ou Facebook pour faire du cash avec le dropshipping ou le marketing d'affiliation. Et justement, si tu veux pas avancer à l'aveugle dans ton business, t'as un outil qui change littéralement la donne. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, c'est PP Ads. Ce truc là, c'est pas juste une base de données, c'est carrément un moteur de recherche de produits gagnants qui analyse les publicités, qui cartonne sur Facebook et TikTok en temps réel. T'as juste à taper ta niche, tu filtres par pays, par langue, par type de publicité, par plateforme, et tu tombes directement sur les meilleures publicités. Par exemple, si tu as envie de savoir ce qui buzz en ce moment dans la niche fitness en Allemagne, en seulement 2 clics, tu peux voir absolument tout ce qui se passe sur ce marché et tu auras accès à plus de 100 000 vidéos postées cette semaine. Et avec quelques filtres que tu rajouteras, tu pourras clairement savoir les produits qui marchent actuellement, les implémenter dans ton business et aller chercher un maximum de résultats. Et c'est pas comme si tu allais juste voir l'image de la pub, non. Tu vois les statistiques complètes, le texte de la pub, la landing page, le type de call to action et même l'évolution dans le temps. Tu peux littéralement espionner les funnels et les sites internet de tes concurrents comme si tu lisais leur journal intime. Et comme je suis gentil et que je veux que vous testez ça à fond, j'ai négocié un petit bonus et avec mon code promo HUSTLE20, vous aurez moins 20% dès aujourd'hui grâce à mon code. T'as juste à aller dans le lien de description, tu crées ton compte, tu insères le code et c'est parti. Franchement, à ce prix-là, c'est plus une dépense, c'est un investissement. Bref, que tu sois e-commerçant, marketeur, coach ou juste curieux, PP Ads, c'est littéralement ton radar pour toutes les opportunités. Tu peux scanner un large panel de marché avant d'y mettre les pieds et ça, c'est formidable. Donc allez voir ça, testez par vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, retournons à Larry parce qu'on a pas mal de choses à dire sur lui. Let's go. Larry Fink, de son véritable nom Laurent Douglas Fink, voit le jour le 2 novembre 1952 à Van Nuys, un quartier situé dans la vallée de San Fernando, au plein cœur de Los Angeles, en Californie. À l'époque, Van Nuys n'a rien d'une banlieue huppée, bien au contraire, c'est un quartier assez modeste, où les familles vivent simplement, souvent dans des petites maisons aux façades modestes, et où on sent encore l'héritage ouvrier du Los Angeles d'après-guerre. Il est l'un des 3 enfants d'une famille juive américaine modeste. Son père, Fred Fink, était propriétaire d'un petit magasin de chaussures, un commerce de proximité comme il en existait beaucoup à l'époque, où même chaque client était connu par son propre prénom. Le magasin n'était clairement pas une machine à cash, et c'était un travail très chronophage, quotidien et lassant, mais qui rapportait assez pour que la famille puisse subvenir à ses besoins. Sa mère, Lina Fink, était quant à elle professeure d'anglais dans le système scolaire public, et c'est probablement d'elle que Larry a développé cette capacité à réfléchir avec clarté. Un atout qui lui servira toute sa vie dans un univers financier souvent obscur. Cette combinaison, un père commerçant qui travaille debout toute la journée et une mère enseignante dévouée, va profondément marquer l'esprit du jeune Larry, et très tôt, il comprend la valeur de l'argent, non pas comme une fin en soi, mais comme le fruit d'un travail et d'un effort acharné. Chez les Fink, on ne jette rien, on économise, on planifie, on recycle. La stabilité financière est bien sûr un objectif, mais une angoisse silencieuse, omniprésente. Issu d'une famille juive pratiquante mais non orthodoxe, Larry Fink baigne également dans des valeurs communautaires du judaïsme, éducation, responsabilité collective, mémoire et transmission. Ces principes ont un impact profond sur lui. À plusieurs reprises dans sa carrière, il insistera sur l'idée de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Un écho direct sur les enseignements qu'il a reçus durant son enfance. Contrairement à l'image classique du geek de la finance, Larry est un enfant sociable qui s'intéresse au sport, au débat et à l'actualité. Il est loin d'être le meilleur élève de sa classe, mais il se distingue par sa maturité, sa capacité à écouter et à poser les bonnes questions. Des professeurs de l'époque, interrogés plus tard, on dit de lui qu'il avait une capacité à anticiper les problèmes et à structurer ses pensées avec logique. Il lit énormément, regarde les actualités avec passion, suit la politique américaine, un domaine qui le fascine dès son plus jeune âge. C'est un adolescent qui, déjà, aime les chiffres autant que les gens, ce qui est rare à cet âge-là.
Son intérêt pour l'économie, les mécanismes du pouvoir, pour la façon dont des décisions impactent le quotidien des gens, naît exactement à cette époque-là. Il y a une anecdote racontée par l'un des proches de sa famille qui explique bien la mentalité que Larry Fink avait dès son plus jeune âge. Un jour, alors qu'il n'avait qu'une douzaine d'années, il accompagne son père au magasin, un client fidèle arrive, visiblement en difficulté financière. Le père de Larry lui dit « Vends une paire de chaussures à moitié prix », avec un sourire. Plus tard, dans la voiture, Larry demande « Pourquoi tu n'as pas dit non? On n'a clairement pas de quoi faire de cadeaux actuellement. » Et son père lui répond « Parce qu'un jour, ce client reviendra et il saura très bien qu'on l'a aidé. Et c'est clairement comme ça qu'on construit une vraie richesse. En bâtissant la confiance, pas juste en encaissant des bips. » Ce moment est resté gravé dans l'esprit du jeune Larry Fink. Il a fait allusion à cet événement plusieurs fois dans diverses interviews, en expliquant que la confiance est le pilier invisible de toute transaction. Une idée qu'il va appliquer bien plus tard chez BlackRock. À la fin des années 60, après un parcours sérieux dans le public à Van Nuys, Larry Fink rentre à l'UCLA, un choix logique à l'époque. C'est une excellente université, accessible financièrement, proche de sa famille. Mais là où certains se lancent dans le commerce ou dans l'économie dès le début, Larry Fink choisit un domaine un peu inattendu, les sciences politiques. Il est fasciné par la structure des institutions, le fonctionnement de la société et surtout le pouvoir. À travers ses cours, il s'intéresse aux relations internationales, à la stratégie, à l'histoire des conflits mondiaux, mais aussi au rouage de la gouvernance. Et c'est ici que germe chez lui une idée fondamentale. Le pouvoir ne réside pas seulement dans l'autorité politique, mais dans la maîtrise de l'information et des ressources. À la fin de son bachelor en sciences politiques, obtenu en 1974, Larry commence à s'interroger sur son avenir. Il aurait pu poursuivre dans l'administration publique ou même dans le droit, mais comme beaucoup de ses camarades de promo, il est resté attiré par quelque chose de plus concret, de plus dynamique, l'économie réelle. Et c'est là qu'un événement familial va jouer un rôle crucial. Pendant ses années d'université, il est témoin de l'impact de la crise du pétrole en 1973, des hausses brutales de l'inflation et des difficultés que cela a pu causer sur des petites entreprises comme celle de son père. Il voit aussi comment certaines entreprises, bien conseillées financièrement, parviennent à tirer leur épingle du jeu. Cette période l'a convaincu davantage que la compréhension des flux économiques est essentielle et que la finance n'est pas qu'un outil, c'est un levier de pouvoir colossal. C'est donc naturellement qu'il s'inscrit à la Anderson School of Management, la branche MBA de l'UCLA, et qu'il choisit une spécialisation encore peu courante à l'époque, la finance immobilière. Faisons un petit bond dans le temps. En 1976, Larry Fink décroche son MBA en finance immobilière. Il sort diplômé avec une solide réputation au sein de sa promotion. Il n'est pas le major, mais il était repéré par plusieurs recruteurs pour son sérieux et son approche novatrice. C'est alors que se présente une opportunité qui va absolument tout changer. Un poste chez First Boston, une banque d'investissement chez Wall Street. Bien évidemment, ce poste ne paye pas encore des millions, mais c'est clairement un ticket d'entrée dans l'élite financière new-yorkaise. Larry accepte sans hésiter, prêt à quitter la Californie pour plonger dans le grand bain de la finance américaine. Il joue un rôle clé dans le développement du marché des MBS, contribuant à transformer ces instruments financiers en piliers du système bancaire américain. Son expertise et son leadership lui permettent de gravir les échelons rapidement. Il devient directeur général, membre du comité de gestion et co-responsable de la division des titres à revenus fixes imposables. En 1986, Larry Fink est un homme en pleine ascension chez First Boston, l'une des plus grandes banques d'investissement américaines à cette époque. Il dirige une division spécialisée dans les titres adossés à des créances hypothécaires, un marché encore jeune mais en plein essor, et pendant près de 10 ans, il se bâtit une réputation de visionnaire. Il gère des portefeuilles colossaux, supervise des équipes entières, et surtout, il fait gagner des centaines de millions de dollars à la banque. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin, et cette mécanique va brutalement se briser. En 1986, Fink prend une décision stratégique majeure, basée sur des anticipations de taux d'intérêt. Il pense que ces taux vont baisser, ce qui aurait boosté la valeur des produits financiers qu'il gère. Mais le marché, capricieux comme toujours, décide de monter les taux à la place. Résultat, une perte directe de 100 millions de dollars chez First Boston. Une humiliation professionnelle pour Fink. Ce moment, il le vivra comme un électrochoc. I was so angry at myself. I was just mortified at myself. Non seulement il perd une partie de la confiance de ses supérieurs, mais il comprend surtout une chose essentielle, c'est que la finance est un jeu de prévision, oui, mais c'est surtout un jeu de gestion des risques. Et c'est précisément ce que Fink reproche à l'industrie financière, c'est une culture du profit rapide, sans réelle attention à la vulnérabilité systémique des produits complexes. Beaucoup cherchent à maximiser des rendements, peu s'intéressent à limiter des dégâts en cas d'imprévu. Et plutôt que de s'effondrer, ce qu'ils ne ressentent pas du tout, Larry Fink décide d'en faire une force motrice. En 1988, à l'âge de 35 ans, Fink décide de se relever et cofonde BlackRock avec 7 partenaires, et ils obtiennent un financement du tout jeune Blackstone Group, dirigé à l'époque par Stephen Schwarzman. À ce moment-là, BlackRock n'est qu'une petite division interne de Blackstone, une sorte de start-up au sein d'un plus grand conglomérat. Mais dès le départ, Fink impose sa philosophie totalement différente. Il se dit qu'on ne fera pas seulement de la gestion d'actifs, on fera de la gestion des risques d'abord et du rendement ensuite. Ce positionnement, inspiré de sa blessure chez First Boston, devient l'ADN même de BlackRock. À la différence des autres acteurs de Wall Street, qui misent sur des coups de poker,
Fink construit un modèle solide, transparent, rigoureux. Il veut éviter à tout prix les erreurs du passé. Chaque décision doit être accompagnée d'un scénario catastrophe envisagé, mesuré et anticipé. Il recrute des mathématiciens, des statisticiens, des codeurs, à une époque où la finance se joue encore sur papier et téléphone. Fink numérise les risques. Entre 1988 et 1994, la division BlackRock explose grâce à sa capacité à gérer des actifs complexes tout en rassurant les clients institutionnels. BlackRock attire des fonds de pension, des assureurs, des gouvernements, mais au fur et à mesure que le projet grossit, des tensions émergent avec Stephen Schwarzman, le patron de Blackstone. Schwarzman voit BlackRock comme un simple petit bout de sa holding, alors que Fink le voit déjà comme une entité à part entière, avec un potentiel colossal. En 1994, Fink et Schwarzman se séparent et BlackRock devient enfin indépendant. Fink prend naturellement la tête en tant que PDG et gardera ce poste jusqu'aujourd'hui. C'est un moment crucial. BlackRock passe de filiale obscure à un acteur à part entière sur la scène mondiale, avec un chef visionnaire à sa tête, bien décidé à réécrire les règles du capitalisme financier. Une fois BlackRock lancé et solidement établi, Larry Fink ne perd pas une seconde. Il savait très bien qu'il ne voulait pas seulement créer une société de gestion de fonds, il voulait créer littéralement l'infrastructure invisible de la finance mondiale. Et pour cela, il lui fallait 3 piliers. En premier, une technologie de gestion du risque ultra puissante. Secondo, une présence mondiale capable de rivaliser avec les États-Unis. Et pour finir, une capacité d'innovation constante pour ne jamais se faire attraper. Et voici concrètement comment Larry Fink a bâti cet empire. Le premier coup de génie de Larry Fink, c'est Aladdin. C'est pas le personnage de dessin animé, non. Ici, Aladdin signifie Asset Liability Debt Derivative Investment Network. C'est une plateforme technologie ultra puissante, capable d'analyser en temps réel des milliers de portefeuilles d'actifs, de simuler des scénarios de crise, de mesurer l'impact d'un changement de taux d'intérêt ou d'un événement géopolitique sur les investissements. Bref, une IA financière avant l'heure. Aladdin, c'est plus de 55 000 milliards de dollars d'actifs analysés chaque jour, soit plus de la moitié du PIB mondial. Elle ne sert pas qu'à BlackRock, plus de 240 grandes institutions financières utilisent Aladdin, y compris des banques centrales, des gouvernements et même des fonds souverains. Ce système donne à Fink un accès à des données macroéconomiques d'une précision jamais vue auparavant, ce qui fait de lui l'un des hommes les mieux informés de la planète sur les mouvements financiers globaux. Et la puissance d'Aladdin repose sur un principe que Fink répète souvent: si vous ne pouvez pas mesurer le risque, vous ne pouvez pas le contrôler. Cette plateforme est l'outil ultime de contrôle. Elle transforme la peur de l'incertitude, qui hante la finance depuis toujours, en prédiction calculée. Une fois sa technologie en place, Fink a compris qu'il fallait étendre son empreinte au niveau mondial et il n'a pas fait les choses à demi-mesure. Dans les années 2000, BlackRock entame une série d'acquisitions stratégiques, ciblées et chirurgicales, et voici quelques coups majeurs. En 2006, BlackRock fusionne avec Merrill Lynch Investment Manager, doublant instantanément la taille de ses actifs sous gestion. En 2009, en pleine crise financière, Fink rachète Barclays Global Investors, incluant la marque iShares, pour 13,5 milliards de dollars. C'est ce deal qui propulse BlackRock en leader mondial des ETF. En 2024, BlackRock dépense 28 milliards de dollars en acquisition, notamment dans l'infrastructure, les énergies renouvelables et des plateformes de données. Et en 2025, BlackRock va encore plus loin, 23 milliards de dollars pour acquérir 43 ports dans le monde entier. Oui, vous avez bien entendu, des ports physiques, maritimes, qu'on connaît tous. L'idée, c'est clairement de contrôler une grosse partie de la logistique mondiale. Un actif réel, physique, dans un monde incertain. Larry Fink ne gère pas seulement des fonds, il gère des villes, des réseaux, des ressources naturelles. Il transforme BlackRock en acteur géopolitique, au même niveau que certains États. Un sénateur américain dira un jour: quand Larry Fink bouge, Wall Street écoute. Quand Wall Street bouge, le monde tremble. C'est fort. Ce que Larry Fink a construit, c'est clairement une machine à gouverner l'économie mondiale sans que personne ne s'en rende compte. BlackRock n'achète pas, elle structure. Elle ne fait pas du lobbying classique, elle donne des outils au gouvernement pour prendre leurs décisions. Et c'est pas par hasard que Larry Fink est invité à tous les sommets tels que le G20, le G7, la COP, Davos et les conférences internationales sur la stabilité économique. Il est clairement devenu le banquier des banquiers, le conseiller des États. Larry Fink a clairement une influence mondiale indéniable. Sa capacité à établir des relations étroites avec des dirigeants politiques de tout horizon lui confère une position stratégique unique. Par exemple, en décembre 2016, Fink rejoint un forum économique constitué par le président Donald Trump pour fournir des conseils stratégiques sur les questions économiques. Cette participation démontre son accès direct au plus haut niveau des décisions politiques. BlackRock, sous la direction de Fink, a également été sollicité pour conseiller des gouvernements en période de crise économique. Son rôle de conseiller stratégique dépasse ainsi le secteur privé, renforçant ainsi son influence sur les politiques publiques. Fink est habitué à des forums économiques mondiaux, tels que le célèbre Forum économique mondial de Davos, où il participe activement aux discussions sur l'économie mondiale, la durabilité et la gouvernance d'entreprise. Sa présence dans ces sommets lui permet de façonner les débats et d'influencer les politiques économiques à l'échelle mondiale. En tant que membre du conseil d'administration du Forum économique mondial, Fink joue un rôle clé dans l'orientation des discussions sur les enjeux économiques mondiaux. Cette position lui offre une plateforme pour promouvoir ses idées
idées sur la finance durable et la responsabilité des entreprises. Larry Fink a toujours été un fervent défenseur des pratiques environnementaux, sociales et de gouvernance, entre guillemets ESG, encourageant les entreprises à adopter des pratiques durables. Dans ses lettres annuelles au PDG, il a souligné l'importance pour les entreprises de contribuer positivement à la société et de prendre en compte les enjeux environnementaux dans leur stratégie. Cependant, face à la politisation croissante du terme ESG, Fink a exprimé sa volonté de ne plus l'utiliser, tout en maintenant l'engagement de BlackRock envers des investissements responsables. Il a déclaré que le terme ESG avait été weaponisé, c'est-à-dire utilisé comme une arme dans les débats politiques. Mais cela n'a pas changé l'engagement de BlackRock envers tout ce qui était durable. Quand on parle d'influence dans la finance, il y a des acteurs puissants. Et ensuite, il y a BlackRock. Avec plus de 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Larry Fink et son entreprise ont littéralement la capacité de faire basculer l'économie entière des États. Ce montant représente plus que le PIB combiné de la France, de l'Allemagne et du Japon réunis. BlackRock détient des grosses parts dans toutes les grosses sociétés cotées en bourse que vous connaissez, telles que Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Tesla ou encore Nestlé, Total, LVMH et bien d'autres. En fait, si tu prends n'importe quelle entreprise du CAC 40, du Dow Jones ou du Nikkei, il y a de grandes chances que BlackRock détient une grosse part de ces entreprises. Ce pouvoir se traduit par une capacité à influencer les décisions stratégiques de ces entreprises, notamment via le droit de vote aux assemblées générales. BlackRock peut donc soutenir ou bloquer la nomination de nouveaux dirigeants, valider ou s'opposer à des fusions, ou pousser à des changements dans les stratégies ESG. Mais ce n'est pas tout, Larry Fink influence aussi la manière dont l'argent est alloué dans l'économie mondiale. Par exemple, lorsqu'il privilégie l'investissement dans les énergies renouvelables, cela envoie clairement un signal fort au marché. A l'inverse, s'il retire ses billes dans l'énergie fossile, cela peut précipiter une réévaluation des actifs de sociétés pétrolières. En 2021, BlackRock a notamment fait pression sur Chevron pour que l'entreprise réduise ses émissions CO2. Résultat, le conseil d'administration a intégré des membres favorables à la transition énergétique sous la pression des actionnaires dont BlackRock. Mais toute cette puissance que Larry Fink a réussi à construire n'est pas sans susciter des débats, des polémiques et même des attaques directes, car Larry Fink est devenu une figure profondément controversée. D'un côté, il est critiqué par la droite conservatrice américaine qui l'accuse de promouvoir une vision woke de la finance. Le mot woke ici, c'est pas forcément péjoratif, c'est juste pour désigner l'illusion des valeurs sociales et environnementales dans le choix des investissements. En clair, ses détracteurs l'accusent de vouloir moraliser le capitalisme au détriment de la rentabilité pure. Mais de l'autre côté, Fink est critiqué par la gauche et les ONG écologistes qui estiment qu'il ne va pas assez loin. BlackRock continue à injecter des milliards dans des énergies fossiles, soutient des entreprises peu vertueuses en matière des droits humains et détient des actifs dans des industries jugées polluantes et controversées, comme l'armement, les pesticides ou les sociétés minières. En clair, il parle beaucoup de climat et de transition, mais continue de soutenir financièrement des secteurs qui aggravent la crise environnementale. Et ce tiraillement crée un paradoxe. Larry Fink est trop progressiste pour les conservateurs et trop capitaliste pour les progressistes. Il est littéralement pris entre deux feux. Et dans un climat mondial de plus en plus polarisé, cela fait une cible idéale pour les critiques venant de tous bords. Et il a reconnu lui-même, si nous ne faisons pas notre travail correctement, nous nous ferons des ennemis. Si c'est le prix à payer pour être un acteur de la transformation. Yes l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. Alors que faut-il retenir de Larry Fink? C'est l'histoire d'un homme parti de rien, d'un quartier pauvre de Los Angeles, qui a gravi tous les échelons pour devenir l'un des hommes les plus puissants de la planète. En créant BlackRock, il n'a pas seulement bâti un géant de la finance, il a redéfini la manière dont l'argent circule, dont les décisions économiques se prennent, et même parfois, dont les politiques publiques sont influencées. Grâce à sa plateforme Aladdin, à ses liens avec les chefs d'État, et à ses milliards investis dans tous les secteurs clés, Larry Fink façonne l'économie mondiale à sa façon. Il a la croisée des chemins entre le pouvoir économique, l'innovation technologique et l'influence politique. Mais avec cette puissance vient la controverse. Certains l'admirent pour sa vision et son engagement vers un capitalisme plus responsable, d'autres le critiquent pour sa mainmise silencieuse sur le système. Quoi qu'on pense de lui, une chose est sûre, Larry Fink n'est pas juste un financier, c'est clairement un architecte du monde moderne. Yes l'équipe, donc comme j'ai dit au début de la vidéo, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés de près ou de loin par le business en ligne ou le e-commerce, n'hésitez absolument pas à rejoindre Pipi Ads. Donc comme je vous ai dit, le lien est en bio et vous allez bénéficier directement de moins 20%. C'est absolument pas cher et le rapport qualité-prix est juste excellent. En quelques recherches seulement, vous allez pouvoir bénéficier de tous les meilleurs produits actuellement qui fonctionnent. Peu importe le marché, peu importe la taille de l'audience. Et non seulement vous pouvez avoir les contenus, mais vous pouvez avoir également les sites internet de vos concurrents et même toutes leurs stratégies. Donc n'hésitez absolument pas à rejoindre Pipi Ads, c'est dès maintenant l'équipe. Yes l'équipe, merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur la cloche de notification, à liker, à commenter. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par le e-commerce de près ou de loin, si vous voulez trouver des produits winners, tout se passe en description pour bénéficier de mon code promo Pipi Ads Hustle 20. C'était tout pour moi, on se dit dans 2 semaines. Let's go.